les Haredim jouent avec le feu parce que dans le futur, ça va plus être acceptable. Je pense que ça va mener en fait une révolte du reste de la société israélienne et plus tard à une coalition qui va plus ressembler à la coalition qu'on a eue peut-être en 2003 ou en 2013. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On a besoin de votre éclairage puisque vous êtes vous-même de formation économiste et vous êtes un spécialiste on peut avec vous parler du budget de l'État. On va revenir là-dessus après que Binyamin Netanyahou ait obtenu, on va dire, des accords avec le parti judaïsme de la Torah et le parti d'Itamar Ben-Gvir, Force juive. Ça a coûté, on va dire, 500 millions de shekels en plus. D'abord, je voudrais un peu mieux comprendre ce budget de l'État. Est-ce que c'est un budget qui est de facto fait face à la situation dans laquelle évolue la société israélienne, une société israélienne qui croule sous le poids de l'augmentation des prix, de la cherté du coût de la vie et de l'augmentation des taux d'intérêt directeurs, comme on a pu le voir hier après la décision du gouverneur de la Banque d'Israël? Bon, alors il y a différents points là. Il faut essayer de pas tout mélanger. Donc ça n'a rien à voir avec d'abord avec les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est de la politique monétaire. Là, on parle de politique budgétaire. Ce sont deux choses qui sont différentes et le lien entre les deux types de politique n'est pas toujours clair d'ailleurs. En revanche, il faut aussi savoir que l'écrasante majorité du budget, en fait, est plus ou moins marche à l'automate. Ok, c'est-à-dire qu'on a tous les salaires, on a tout un tas de choses qui sont en fait, on va dire, sur lesquelles le gouvernement n'a pas réellement de prise. Et c'est de nouveau l'écrasante majorité du budget, et peu importe qui est le gouvernement par ailleurs. Ça, ce sont pour les choses qui sont claires. Maintenant, au-delà de ça, il y a tout de même une marge de manœuvre de tous les gouvernements. Et malheureusement, je dois dire que je ne peux pas exprimer de satisfaction sur le côté de la marge de manœuvre, de tout ce qui a été fait sur le côté de la marge de manœuvre de ce gouvernement, parce qu'il faut dire les choses clairement, nous sommes malheureusement sous l'emprise des ultra-orthodoxes, des Haredim. Politiquement, nous sommes en fait prisonniers d'eux. Et le résultat, évidemment, c'est qu'on a dû leur payer, cette fois-ci extrêmement cher, pour obtenir leur soutien. Et le résultat, ce sont, des budgets très significatifs pour les institutions ultra-orthodoxes qui malheureusement, en particulier donc les écoles, etc., qui n'enseignent pas ce qu'on appelle le liba, c'est-à-dire les matières profanes, ce qui fait que les enfants ultra-orthodoxes terminent leur scolarité alors qu'ils n'ont pas acquis en fait des bases d'éducation générale qui leur permettront ensuite d'acquérir un emploi correctement rémunéré. Alors je voudrais vous interrompre là-dessus, sur ce point-là, pour mieux clarifier les choses, parce qu'effectivement on en parle beaucoup de ces allocations qui sont de ces budgets qui vont être attribués au public orthodoxe. On parle d'une somme qui revient de manière récurrente ces derniers jours de 13 milliards de shekels. 13 milliards, c'est sur 2 ans. Voilà, c'est sur 2 ans. 13 milliards sur 2 ans, quand environ 60% de cette somme va aux Haredim directement, puisque le reste va aussi aux partis sionistes religieux, aux autres partenaires de la coalition gouvernementale. Je voudrais clarifier un point. Lorsque l'on dit cet argent qui va... C'est pas vrai, c'est moins tout de même, parce qu'une bonne partie aussi va pour des choses qui sont importantes pour le Likoud. Ah voilà, c'est ça aussi. D'accord. Donc en fait, ce sont tous les partenaires de la coalition qui reçoivent ces 13 milliards de shekels sur les 2 prochaines années. Je voudrais essayer de comprendre quelque chose. Par exemple, prenons l'éducation nationale. Est-ce que cela veut dire que le public orthodoxe ne reçoit que ces subventions, là, on va dire, dans le public orthodoxe, ou alors qu'il y a, à l'intérieur du budget, par exemple, de l'éducation nationale, il y a les subventions qui sont attribuées, on va dire, à ce que l'on appelle le Chinuch Hatzmaï, c'est-à-dire la section de l'éducation nationale qui est consacrée au public orthodoxe. Expliquez-nous un peu plus clairement cela. Voilà, donc en fait, il ne faut pas mélanger. Donc, on a deux choses. On a d'un côté les budgets
qui sont les budgets réguliers, et en plus des budgets réguliers, donc qui ne sont pas dépendants de ce qu'on appelle l'argent de coalition. En plus de ça, il y a en fait des ajouts budgétaires qui sont le produit donc de ces accords de coalition autour du budget. Mais ça a toujours existé, les accords sur les 6,5 milliards de shekels annuels, on a par exemple 1,3 milliard qui vont pour la police, qui sont le produit des accords avec le parti de Ben Gvir. Bien, donc, alors certes, c'est de l'argent, entre guillemets, de coalition, enfin, c'est de l'argent pour la police, dans les faits. Hein. Donc, il ne faut pas non plus exagérer de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'on a tout de même des sommes qui sont très significatives, qui vont être rajoutées au système éducatif ultra-orthodoxe, à la fois aux yeshivot, donc aux avrechim, aux étudiants mariés dans les yeshivot, dans les kolélim, donc dans les institutions d'études supérieures de la Torah, du monde haredi, du monde ultra-orthodoxe, d'une part, et d'autre part, dans le système éducatif ultra-orthodoxe de manière plus générale. Quel est le problème, en fait, de ça? Le problème, c'est qu'en fait, on donne des incitations qui sont, à mon sens, des incitations négatives à pousser des gens à vouloir de nouveau rester seulement dans une étude, dans quelque chose qui est que de l'étude de la Torah. Maintenant, moi je trouve que c'est fantastique d'étudier la Torah. Moi-même personnellement, j'étais avraire pendant environ 1 an et demi, après avoir été ensuite à la yeshiva auparavant. Donc j'ai absolument rien du tout évidemment contre l'étude de la Torah, et au contraire c'est magnifique. Mais l'étude de la Torah ne devrait pas être basée sur des budgets de l'État. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette étude, on est dans une bulle en fait d'études toraniques qui est gonflée de manière parfaitement artificielle par des budgets de l'État, et on a beaucoup trop en fait d'étudiants de la Torah et qui en fait étudient, c'est fort bien, mais il faut aussi pouvoir se le permettre. Donc, mais si pardon, sur la base. Amir, ce serait une chose. Mais à partir du moment où on est où ils sont poussés par des budgets de l'État, des budgets publics, ça représente un poids qui commence gentiment à devenir insupportable pour le public israélien. Mais je veux essayer d'être là aussi très clair. Lorsque l'on parle donc, on va dire 6 milliards et demi de shekels sur une année, et que l'on donne, on va dire la moitié au monde orthodoxe, ça veut dire, on va dire autour de 3 milliards de shekels. Dans ces 3 milliards de shekels, lorsque c'est réparti à ces élèves des kolélim et ces avrechim, quelle somme ça leur... C'est moins que 3 milliards de shekels, hein, parce que de nouveau. Oh bien, alors d'accord, encore moins. Alors ça fait combien chaque avraire, quand on arrive au bas de l'échelle, reçoit par mois en plus pour étudier la Torah? Alors on va être, je crois, je pense qu'on va, c'est plusieurs centaines de shekels. Oui, c'est 700 shekels, c'est 700 shekels. Mm-hmm. Donc en plus, 700 shekels, nous amène environ à 2000 shekels par mois par avraire. Je vais poser la question. Et alors, 700 shekels. Je pose la question par ailleurs. Un étudiant dans une université israélienne qui fait, par exemple, on va dire, pour essayer de comparer ce qui est plutôt comparable, on va dire un étudiant qui fait des études de littérature américaine, qui est à l'université, qui fait une licence, combien il reçoit de l'État? Pendant sa licence? Alors, il reçoit beaucoup plus par année, c'est-à-dire, enfin, il ne reçoit pas de chèque directement, mais ses études sont subventionnées évidemment beaucoup plus. Mais quelle est la différence? Il y a deux différences. La première, c'est que c'est le temps, à savoir qu'un étudiant, à la fin de la journée, il étudie pendant 3 ans pour sa licence et peut-être encore 2 ans pour sa maîtrise. Ça va faire 5 ans a priori. 3 ou 5 ans en fonction s'il fait juste une licence ou une maîtrise, alors qu'évidemment quelqu'un dans une yeshiva, dans un collège, reste des années. Ça c'est une chose. Et une deuxième chose tout de même, c'est qu'à l'université, même s'il apprend des choses qui fondamentalement sont relativement disons inutiles en termes de purement professionnels, comme de production, la littérature américaine, la réalité, c'est que ça n'est pas complètement inutile. C'est-à-dire que les études universitaires, même si moi aussi je pense qu'il faut pas du tout
les financer par l'État telles qu'elles sont financées aujourd'hui. Je pense, d'ailleurs, c'est pas seulement un problème israélien. Du point de vue global, on a un gros problème avec les subventions complètement qui sont hors proportion des études académiques dans le monde entier. On peut avoir une discussion séparée là-dessus. Je suis complètement contre. Mais malgré tout, les études académiques, tout de même, elles préparent, elles créent tout de même un capital humain professionnel, à savoir que les gens acquièrent des skills, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des capacités qui ont une certaine relevance pour le monde du travail. Ça n'est pas le cas pour les Avrechim. Et pourquoi ça ne pourrait pas pourquoi ça les choses qu'ils apprennent là-bas n'ont absolument rien à voir avec le monde du travail. Et je peux même vous dire, voilà, moi j'ai un cousin de ma maman qui est un Rosh Kollel, qui est le chef d'un kollel à Bnei Brak, qui est quelqu'un tout de même qui a énormément d'expérience, et puis aussi qui était à l'époque à l'université à Paris, etc. Puis qui me disait qu'il est obligé d'enseigner à ses avrechim, c'est-à-dire à ses étudiants mariés, des choses de base, parce qu'ils ne savent même pas écrire un texte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que le monde haredi n'enseigne pas aux gens qui sortent de ces systèmes éducatifs ce qu'il faut pour pouvoir se débrouiller dans la vie, au-delà d'étudier la Torah. Et c'est un gros problème, et les Haredim ont pris une décision stratégique qui est en lien avec la Hashkafa Haredite, avec la Weltanschauung, avec la vision du monde Haredite, c'est-à-dire où en fait ils s'isolent du reste du monde parce que c'est un peu, on m'a expliqué ça déjà il y a longtemps. C'est la vision du monde de l'arche de Noé, savoir il y a le déluge dehors et donc il faut s'enfermer dans l'arche de Noé et donc on se coupe du reste. Bon, alors on peut c'est pas un peu mais si vous voulez, le point c'est que quand c'est fait aux dépens financiers du reste du reste de la société israélienne et que malheureusement ça commence à faire beaucoup en termes budgétaires, c'est évident que ça va nous poser un gros problème. Parce qu'évidemment, s'il y avait encore peu d'ultra-orthodoxes, de Haredim, comme c'était le cas, disons, il y a 30, il y a 40 ou il y a 50 ans, bon, c'est une chose. Mais à partir du moment où, voilà, Baruch Hashem, il y a de plus en plus de Haredim, parce qu'ils ont une démographie qui est galopante, peut-être la plus galopante au monde, on est à pratiquement 7 enfants par femme, et puis voilà, ils arrivent aussi bien à garder leurs enfants au sein du monde Haredi. Tout ça, c'est très bien. Mais si vous voulez, à partir du moment où il y a des gens qui ont énormément d'enfants et qui ont une contribution négative, très négative même au budget de l'État, parce qu'ils travaillent peu, pas beaucoup, et même quand ils travaillent, puisqu'ils n'ont pas les capacités professionnelles d'avoir des travaux à haute valeur ajoutée, donc même s'ils travaillent, ils ont des salaires très, très bas et donc ils ne payent pas d'impôts. D'un autre côté, tous ces enfants et tout ce système éducatif, ça coûte beaucoup d'argent, donc c'est payé essentiellement par le reste de la société israélienne. Et c'est une situation qui est intenable sur le long terme. Et d'ailleurs, je pense que de plus en plus de gens en Israël comprennent ça. Et d'ailleurs, les Haredim jouent avec le feu parce que dans le futur, ça va plus être acceptable. Et moi, je le dis maintenant, et je suis enregistré, on pourra reprendre cette interview dans quelques années. Je pense que ça va mener en fait une révolte du reste de la société israélienne et plus tard à une coalition qui va plus ressembler à la coalition qu'on a eue peut-être en 2003 ou en 2013, c'est-à-dire avec, à l'époque, on avait le Likoud, et en 2003 avec Tommy Lapid, le père de Yair Lapid, et en 2013 avec Yair Lapid. Mais cette fois-ci, ça tiendra parce que c'est simplement plus acceptable. Alors aujourd'hui, ils arrivent encore à nous comment dire, à nous faire du chantage et à extorquer tous ces budgets, mais ça va pas être viable sur le long terme. Et je pense qu'ils jouent avec le feu, les Haredim. Ils doivent comprendre, et s'ils le comprennent pas maintenant, ils le comprendront dans quelques années, qu'ils font une erreur en poussant le bouchon trop loin, en tirant trop sur la corde.
Il y aura un retour de flamme. Alors, une dernière question, Amir. Est-ce que, maintenant que le budget va être voté, là, dans les prochaines heures, est-ce que vous avez le sentiment que la coalition gouvernementale va se stabiliser, ou alors on va continuer à assister presque au quotidien à des bras de fer entre le Likoud et ses partenaires, que ce soit Force juive, que ce soit les orthodoxes, justement. Quelle est votre appréciation de ça ? Alors d'abord, je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que je n'ai tout de même pas l'impression que ce gouvernement va tomber si vite que ça, parce que personne n'a d'intérêt à ce qu'il tombe. Ceci étant, si autour du budget, il n'y a pas de risque, à mon avis, que le gouvernement tombe. En revanche, autour des problèmes constitutionnels / juridiques, là, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que Ben Gvir est un troublemaker, c'est un fauteur de troubles. Je ne sais pas, très difficile à dire. J'étais assez pessimiste il y a un mois, peut-être un peu plus optimiste aujourd'hui, vu que les choses se sont calmées. Mais ça va être très compliqué, parce que si la droite n'obtient pas tout de même des choses significatives du point de vue juridique, constitutionnel, ça va être difficile de continuer comme ça. Mais d'un autre côté, quelles sont les alternatives? Donc c'est très difficile à dire. Le problème, en fait, c'est que surtout Ben Gvir est très très imprévisible. Il est très très imprévisible. C'est difficile de dire à quel point il se comportera de manière responsable. Donc ça va dépendre beaucoup de ça. Les Haredim, les ultra-orthodoxes ne feront jamais tomber le gouvernement, ça c'est clair. Smotrich, je pense non plus. En revanche, Ben Gvir, c'est un gros problème parce qu'il est un petit peu, il est pas, on ne sait pas à quel point il est très stable. Eh bien, on va voir. On va voir. À dire. Merci beaucoup, Amir Weizmann, de nous avoir expliqué, on va dire, les tenants et les aboutissants de ce budget de l'État, avec en particulier donc le dossier du public du public orthodoxe, pardon. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Amir. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.